Nous sommes face à une situation qui devrait, de mon point de vue, interpeller tout Congolais. Comment on peut avoir une armée nationale qui tire sur plus de 50 personnes, on parle de plus de 50 morts. Les images sont d'une cruauté insoutenable, alors que nous avons tous battu campagne depuis des mois pour appeler le peuple congolais à soutenir les FARDC. La campagne, soutenons l'armée congolaise. Aujourd'hui, nous voulons que les responsabilités soient définies. Nous voulons que la filière puisse être remontée parce que nous savons que ces ordres-là ont été donnés depuis le sommet. Et nous voulons que la responsabilité de tous ces gens-là, que tous ceux qui ont commandité ce carnage puissent être aujourd'hui jetés en prison. Mais pourquoi avoir recouru à la garde républicaine? J'en viens. En matière de maintien de l'ordre public, en matière de MRP, c'est la police qui est en charge de la MRP. Et donc s'il y avait une activité qui était interdite à Goma, c'était aux forces de police d'abord de faire du MRP. Et ce n'est que lorsque la force de police aurait été débordée qu'on aurait pu appeler en soutien les FARDC. Donc le fait que l'armée se soit déployée tel qu'on l'a fait là, il y a eu certainement une chaîne de commandement. Et cette chaîne de commandement ne se résume pas aux six soldats qu'on a présentés devant le procès, qui serait le seul initiateur unilatéral de cette décision-là. Ils ont été exécutés à partir de 3h à 4h du matin, avant même qu'ils ne puissent commencer la dite marche. Et aujourd'hui, nous devons savoir que notre pays est un État laïque. On ne peut pas reprocher une personne d'être adepte d'une église messianique de Wazalendo, ou quelqu'un d'être musulman, ou de l'église de Réveil, ou catholique, ou ces genres de religions. Mais aujourd'hui, tout ce que nous savons, c'est que la garde républicaine a ouvert le feu sur des citoyens congolais civils qui n'étaient pas armés. Et jamais la garde républicaine ne pourra ouvrir le feu sur des civils sans qu'il y ait des ordres bien donnés et bien définis. Il y a une responsabilité de ceux qui ont exécuté. Mais est-ce qu'ils ont exécuté sans qu'il y ait un ordre, des injonctions? C'est quoi la chaîne de commandement? Il faut aller plus là. Et au-delà de la responsabilité pénale, mais il y a une responsabilité politique. Dans notre pays, les ministres ne démissionnent jamais. Ailleurs, on aurait eu certains ministres de l'Intérieur ou de la Défense qui auraient démissionné après ce genre de scandale. C'est vrai qu'il y a eu des débordements, il y a eu des dérapages, mais qu'on ne se leurre pas. Le secte mystico-religieuse ont aussi une certaine capacité de nuisance. Et est-ce que les forces de l'ordre n'avaient pas aussi raison d'étouffer leurs manifestations dans l'œuf? Mais posons-nous la question de savoir si ces sectes religieuses, comme on peut le dire, ont cette capacité de pouvoir nuire. Est-ce que dans ce contexte-là, où lorsque ces gens étaient en train de prier à 3h du matin dans leur église, quelle capacité de nuisance avait ce groupe-là de personnes ou ces groupes de religieux qui étaient en train de prier dans leurs églises? Posons-nous la question, parce que ces gens-là, ou je peux dire la garde républicaine qui était entrée dans ces églises-là, n'ont vu ni armes à feu, ni armes blanches. Procès carnage Goma, 6 militaires de la garde républicaine, dont 2 hauts gradés inculpés pour crimes contre l'humanité, sont poursuivis, disais-je, et aussitôt rappelés à Kinshasa pour consultation. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a été remplacé, et à qui incombe le responsable principal. Il faut souligner que le gouverneur a été remplacé à titre intérimaire. Et en deuxième lieu, nous allons faire un point sur la mise en œuvre de la gratuité de la maternité et les soins de nouveau-nés en République démocratique du Congo. Je reçois dans ces studios Dena Lukunku. Elle est cadre communicatrice de Envol de Délice Sanga. Bienvenue en débrief, madame. Merci beaucoup, monsieur Christian. C'est toujours un plaisir pour moi de venir dans vos installations pour parler patrie. Et je pense que le débat que nous allons entamer présentement sera un débat qui profitera au peuple congolais, et nous aurons tous les temps de pouvoir décortiquer et parler en tant que patriote pour le bien du peuple congolais. Donc voilà. Merci. Je suis également avec Christian Moleka. Il est
analyste indépendant et coordonnateur national de la dynamique de politologue de la RDC, DIPOL en sigle. Bienvenue en débrief, Christian. Merci pour l'invitation et salut également ma co-débattrice, également tous ceux qui vont nous suivre tout au cours de ce débat. J'espère également que nous aurons un débat républicain et des bienséances. Et vous avez suivi nos deux thématiques du jour. Si vous voulez participer à cette émission, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850, c'est notre numéro de contact. Alors, faisons brièvement le tour d'horizon d'actualité avec cette énième prorogation du mandat, de la durée du mandat de la force régionale de l'EAC déployée dans l'Est de la République démocratique du Congo. La résolution prise hier à l'issue du 22e sommet extraordinaire de chefs d'État de l'EAC accorde 3 mois supplémentaires aux troupes est-africaines. Qu'en dites-vous, Donald Okunku ? Par rapport à cette question, moi je me pose réellement la question de savoir pourquoi est-ce que le président de la République continue à s'entêter par rapport à la prise de décision de ses accords avec la EAC. Parce que nous l'avons toujours dit et nous continuons de le dire que la EAC est une force qui est dans notre pays au fait pour ne rien faire. Ça va faire plusieurs mois maintenant que la EAC fait partie de... Enfin, que la RDC fait partie de... Fait partie de enfin, ou a fait conclu ses accords avec la EAC. Mais nous ne voyons pas au fait les biens fondés de cette organisation dans notre pays. Alors, il va faire plusieurs mois de cela que nous décrions le fait que le gouvernement ou que le président de la République puisse résilier ce contrat entre la EAC et notre pays. Parce que vous êtes sans ignorer, Monsieur Christian, qu'il y a de cela maintenant plusieurs mois que Rutshuru est entre les mains du M23. Avant, il nous disait que non, le M23 avait été chassé par la EAC et que les accords qui avaient été faits auparavant étaient des accords qui devaient être offensifs. Mais nous voyons qu'après, il y a eu des mésententes par rapport au chef de l'État et à cette organisation, puisque selon lui ou selon eux, les accords n'avaient pas été respectés par rapport à ça. Alors nous nous posons la question, pourquoi est-ce que l'État congolais ou le président de la République doit continuer à laisser la EAC s'éterniser sur nos sols, d'autant plus qu'ils ne font rien. Nous avons besoin d'une force qui nous aidera à booster hors de notre pays les assaillants ou les rebelles, ou comment pourrons dire les M23, ou tous ces gens qui veulent prendre ou dominer sur nos terres. Mais nous voyons que rien n'est fait. Mais pourquoi est-ce que l'on continue à leur donner cette possibilité de continuer à assiéger nos terres? Ça voudra dire qu'il y a un agenda caché derrière ça. Justement. Voilà pourquoi nous nous posons la question de savoir quels sont ces accords qui avaient été faits entre le gouvernement congolais, très exactement, et la EAC. Et voilà pourquoi ils ne veulent pas ou ils n'arrivent pas à se désolidariser de cette organisation-là. Nous avons toujours dit que cette organisation, puisque l'État congolais voudrait continuer à garder la EAC sur nos sols, ça voudrait dire qu'il faudrait que le chef de l'État soit poursuivi peut-être de haute trahison. Et vous pensez que cette prorogation n'a pas sa raison d'être? Il n'y a aucune raison valable qui justifie... Mais quelle est cette raison valable qui peut faire assez que la EAC puisse continuer à demeurer dans notre pays? Parce que depuis que cette organisation est sur nos sols, nous ne voyons pas exactement ce que cette organisation fait. Et pendant un certain moment, nous avions vu qu'il avait voulu se retourner vers la SADC. Mais jusque-là, avec la SADC, on n'a pas conclu, mais il continue toujours avec cette organisation de la EAC. Il faudrait maintenant qu'ils nous disent quels sont les accords ou quels sont ces deals qu'ils ont fait avec eux. Parce que le peuple continue de mourir. Aujourd'hui, nous voyons qu'à l'est du pays, il y a toujours cette insécurité qui sévit. Et le M23 n'est toujours pas parti. Et pourquoi est-ce que le président de la République continue à garder ces personnes-là? Bon, le bien fondé, s'il faut parler de bien fondé des accords signés avec les accords ayant scellé
je dirais, et faisant suite à notre intégration, à l'intégration de la RDC à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, par rapport au bien fondé, moi je trouve qu'il y a également l'exemption des Congolais qui devront désormais entrer en Tanzanie sans visa. Je peux dire c'est l'une des retombées de l'accord signé avec la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Mais s'il faut parler de la force régionale de l'EAC déployée dans l'Est de la RDC, ça, il y a encore beaucoup de questions. Par rapport à la géopolitique, d'abord, Monsieur Christian, nous sommes nous sommes de la centrale, nous sommes l'Afrique est à la centrale. L'Afrique n'est pas à l'est de... excusez-moi, le Congo n'est pas à l'est de l'Afrique. Et je ne vois pas, ou nous ne voyons pas, nous, en vol, pourquoi est-ce que le Congo doit se retrouver dans cette organisation de l'AEC. Et si c'est seulement pour que le Congolais puisse aller sans visa à la Tanzanie ou dans d'autres pays, et que pour ça le prix à payer est de continuer à verser le peuple ou le sang du peuple congolais, moi je trouve que c'est quelque chose d'absurde au fait. Il faudrait que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement de l'État, en tant que c'est lui qui doit préserver la souveraineté et la cohésion nationale, qui puisse prendre les bonnes décisions pour la survie ou pour la vie de son peuple. Et nous voyons que le peuple, ou bien le président de la République aujourd'hui est dans une politique d'essai et erreur. Et c'est ce que nous décrions, nous avons toujours décrié depuis le début. La force de l'EAC est une force morte, est une force qui n'a pas sa place dans notre pays. Et nous pensons et nous persistons de le dire qu'il faudrait que cet accord entre la République démocratique du Congo et l'EAC puisse être... comment je peux dire, qu'on puisse mettre fin à ces accords-là, parce que ces accords-là ne vaut rien pour notre pays, au fait. Merci beaucoup, Dena Lukonko. Je rappelle que vous êtes communicatrice d'Envol, de Délices et Sanga. Je viens à vous, Christian Moleka. Vous savez, les autorités congolaises et même le chef de l'État, lui-même, il a toujours déploré l'inefficacité de cette force régionale de l'EAC avec absence de résultats positifs depuis le déploiement des contingents de cette force dans l'est de la RDC. Alors, quelle est la raison de cette énième prorogation? On en est à la deuxième déjà. Il faut déjà rappeler que l'accord de Luanda, qui a mis la feuille de route qui donnait les missions pratiquement de l'EAC, avait posé l'option offensive, et je crois que c'était le point de base sur lequel Kinshasa s'appuyait, c'est-à-dire une option offensive du désarmement et du cantonnement du M23. Et tout le monde avait espéré que le déploiement de la force régionale permettrait de mettre en œuvre cette feuille de route. Malheureusement, au fil des temps, on s'est rendu compte que ce qui devait être une force offensive s'est transformé en quelque sorte en force d'interposition, de tampon entre les RDC et les M23. Maintenant, pourquoi cette force demeure? C'est qu'il faut rappeler quand même qu'il y a eu un sommet du SADC, la SADC il n'y a pas longtemps, et Kinshasa avait espéré qu'il y aurait une feuille de route, tout du moins un calendrier de déploiement de troupes de la SADC. Ce sommet s'est soldé sans qu'il y ait un calendrier clair de déploiement des troupes de la SADC. Et donc, face à l'absence d'un calendrier clair qui pouvait justifier les déploiements de toute la SADC et donc probablement un remplacement de toute l'EAC, l'option la plus simple serait de garder les forces en présence sur le terrain plutôt que de les faire partir alors qu'on n'a aucun calendrier clair qui déploierait les troupes de la SADC. Et donc on est en quelque sorte au milieu d'une double voie, Kinshasa qui maugréille aujourd'hui face à l'AEAC, mais qui n'a pas de solution de réchange parce que la solution de réchange ne vient pas et qu'à ce jour, il n'y a pas un calendrier clair de la SADC sous l'envoi et le déploiement de troupes. Et donc, voilà ce qui peut, de mon point de vue, justifier aujourd'hui le maintien de ces troupes-là en attendant qu'il y ait un calendrier plus ou moins clair de la SADC et qui pourrait, à ce moment-là, justifier le départ des troupes de l'EAC. Félix Tshisekedi avait promis que les forces de la SADC viendraient supplanter celles de l'EAC, dont les résultats sur les terrains demeurent, ne sont toujours pas positifs, s'il faut le dire. Mais il vient de céder son fauteuil à la présidence tournante de la SADC. Pendant qu'il était président en exercice, il n'a pas pu ramener, s'il faut le dire, les forces de la SADC
ici en République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'ils viendront, ces forces viendront après que Félix Tshisekedi ait quitté la présidente et cédé son fauteuil? Bon, tout est question d'intérêt, tout est question d'agenda. Il ne faut pas oublier que lorsque nous avons accepté d'adhérer à l'EAC, il y a également un pendant économique que beaucoup ne présentent pas. C'est que derrière l'EAC, il y a une puissance économique qui s'appelle le Kenya, qui a des intérêts économiques énormes, notamment avec le port de Mombasa, et que beaucoup de projets, de corridors routiers aujourd'hui, tournent l'économie congolaise vers l'Est. Ça veut dire il y a le port de Dar es Salaam, il y a le port de Mombasa, il y a 2 projets de chemin de fer qui vont relier, que ce soit Mombasa ou la Dar es Salaam au Congo. Donc vous prenez le port sec de Kigali, qui est également l'un des projets pendant qu'il dit tout ça. Il y a des intérêts derrière. Donc lorsque nous tournons l'économie vers l'Est, il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, Durban a été un port également d'exportation des produits miniers de Congo. Donc il y a des enjeux économiques à l'intérieur, et c'est au Congo d'apprendre ou de mieux développer sa capacité à négocier au-delà des questions sécuritaires, des intérêts économiques. N'oublions pas non plus que la SADC a déjà été au Congo avec la brigade d'intervention. Ça n'a pas demandé que nous soyons à la tête de la SADC pour que la SADC vienne. La brigade a été en 2014 avec la FIB, donc la brigade d'intervention, qui a été en appui à Mamadou Ndala et qui a permis de battre les M23 en 2013. Donc c'est un dispositif qui existe, qui déjà à l'époque était composé des Kenyans et Tanzaniens également, mais qu'il faudrait probablement réadapter, remodifier, mais cela implique un travail de lobbying. Et nous ne sommes pas les seuls à faire du lobbying. Les Rwandais font du lobbying, autant ils ont envoyé des diplomates partout. C'est un travail de lobbying qu'il faut faire pour réussir à atteindre ce objectif-là. Mais en même temps, il y a une nuance que les Congolais doivent comprendre. C'est que l'IAC, sur sa question militaire, n'est pas une bonne option, mais d'un point de vue économique, c'est un enjeu important pour les Congos. Aujourd'hui, si vous prenez le commerce mondial qui se tourne vers l'Est, les grands ports d'accès vers l'Afrique et vers le Congo passent par l'Est. Ça veut dire Dar es Salaam, c'est-à-dire Mombasa. Et nous avons intérêt à développer ce zone de libre-échange qui nous permet d'avoir le contrôle des corridors pour l'économie congolaise vers l'Est. Parce que nous avons l'inconvénient ou peut-être la faiblesse d'avoir un port à l'Ouest, qui est le port de Matadi, et qui fait qu'en termes de coûts de logistique, faire le tour du continent est plus long que faire les Dar es Salaam et Mombasa pour aller vers l'Est, c'est-à-dire vers la Chine. Donc il y a des enjeux économiques énormes qu'il faut séparer des questions sécuritaires, même si aujourd'hui on n'est pas d'accord avec l'IAC sur les questions sécuritaires. Du point de vue économique, le Congo a beaucoup d'intérêt à gagner dans un grand marché libre où nous avons également de quoi apporter. Vous avez dit que l'option militaire de l'EAC n'est pas du tout bonne, mais il y a Sama Lukonde qui a participé quand même, qui a représenté Félix Tshisekedi au 22e sommet extraordinaire de chefs d'État de cette organisation sous-régionale. Ils ont évalué la mission de l'EAC, une mission qui n'a pas une bonne suite et qui n'a pas donné des résultats escomptés. Et mais pourquoi Sama Lukonde a quand même validé cela? Mais parce que, qu'on le veuille ou non, le déploiement de l'EAC a permis de geler la ligne de bataille, la ligne de front. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de non-belligérance, puisque le front est gelé, et ce front gelé a permis à l'armée congolaise de se réorganiser, de se réoccuper, de recruter. Parce qu'on a un front qui est gelé. Rappelez-vous, il y a quelques temps, la guerre était pratiquement à Rubavu, à Sake, à quelques mètres de Goma. Tout le monde pensait que la ville de Goma allait tomber. C'était le déploiement de l'EAC qui a servi de zone tampon et donc qui a gelé les fronts. Ça a permis aux Congolais, à l'armée congolaise de s'organiser en même temps. Donc oui, sur ce plan-là, le déploiement de la force a permis de geler les flancs, d'ouvrir la possibilité diplomatique, d'avoir les assises du Kenya. Mais d'un point de vue militaire, la feuille de route de Luanda, telle qu'elle a été énoncée, telle qu'elle a été déployée, pour que nous ayons une force qui vienne désarmer et cantonner, ces dispositions n'ont jamais été prises. Et jusqu'à aujourd'hui, Kinshasa continue à se battre pour que la feuille de route de Luanda soit mise en œuvre, c'est-à-dire une force régionale qui ne vienne pas faire le tampon, une force régionale qui vient dans un délai relatif, désarmer les M23, les cantonner, les sites étaient bien définis, et ce n'est qu'au bout de cela que peut-être une option politique aurait pu s'ouvrir. Malheureusement, la feuille de route de Luanda demeure une feuille morte, personne ne l'applique, et l'EAC aujourd'hui est en train de faire cette défiguration. On en était déjà sur le point du cantonnement
de ces rebelles du M23, il y avait un camp qui a été déjà aménagé, et également des contingents angolais qui, je ne sais pas s'ils demeurent toujours au Maniema où ils étaient installés. Vous pensez, comment entrevoyez-vous la suite de ces processus et même de la feuille de route Nous sommes dans un statu quo qui n'est pas profitable au Congo, parce que qu'on ne se voile pas la face, cette guerre a d'autres enjeux qui sont également des enjeux de transhumance et de repopulation. Donc lorsque nous sommes dans un statu quo, nous perdons le contrôle de ces territoires-là. L'État congolais n'a pas le contrôle des postes transfrontaliers de Bunagana. On parle aujourd'hui, il y a des rapports qui font état de coupe des bois et d'exportation des bois par les, y compris les troupes de l'EAC. Donc nous sommes en perte de contrôle des territoires et c'est une sorte de... on aime bien le dire au Congo, une sorte de balkanisation de fait, parce que nous avons l'État qui n'exerce plus l'autorité sur une partie du territoire. Ouais. Et d'ailleurs, les Congolais n'ont pas pu s'enrôler sur ces zones-là. Donc nous allons avoir une partie de l'opinion qui, dans ces zones-là, n'est pas sous le contrôle de l'État, qui ne s'est pas enrôlé, et probablement qui ne va pas voter. Et donc ça nous met dans un état de fait presque de balkanisation. Merci beaucoup Christian Moleka. Dena Lukonko, vous avez suivi votre co-débatteur qui pense que nous sommes là maintenant dans un statu quo, et vous confirmez cela, que nous sommes dans une logique de perte de temps? J'ai suivi très religieusement ce que M. Christian vient de dire, parce que lorsque nous parlons de la force de l'EAC comme une force qui devait avoir une mission offensive. Et c'est ça la réalité, parce qu'il fallait que la EAC puisse aider à notre pays de pouvoir booster hors d'état de nuire les rebelles qui ont assiégé notre pays. Et nous avons vu que depuis que la EAC est sur nos terres, rien n'avait été fait. Et aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir pourquoi est-ce que y a eu cette prolongation. C'est ça exactement. Et lorsque M. Christian nous parle du calendrier qui devait être clair, voilà pourquoi on les a gardés, parce qu'il faudrait qu'on puisse définir clairement les tâches de cette force-là sur nos terres. Moi, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette politique-là d'essai et erreur. Avant de pouvoir accepter une troupe sur nos terres, ils auraient dû savoir, ou ils auraient dû bien ajuster les accords, ou bien savoir ce qui aurait dû être fait ou ce qui n'aurait pas dû être fait. On ne peut pas, ou bien quelques années plus tard, nous repentir ou bien nous dire qu'il faudrait d'abord chercher à rectifier les tirs avant de pouvoir continuer. Entre-temps, nous continuons à garder ces gens-là sur nos terres. Entre-temps, il y a des gens qui... il y a des déplacés, il y a des gens qui meurent tous les jours. Et nous avions même dénoncé, il y a des mois de cela, lorsque Bunagana avait été pris ou bien assiégé, ou bon, c'est ce que je peux dire, c'est ça le mot. Lorsque la EAC a assiégé Bunagana, ensemble avec les M23, nous avions vu ces forces de l'EAC prendre des photos avec les Winnie Ngoma et j'en passe. Et c'est tout cela, lorsque le peuple dénonce, il faudrait aussi que le gouvernement puisse avoir une oreille attentive par rapport à la revendication des autres. Mais nous voyons que le gouvernement continue à avancer la tête baissée, sans pour autant entendre ou écouter tout ce que les gens ont à leur dire. Et quand M. Christian nous parle ici de l'intérêt économique, pendant tous ces temps que nous avons vécu avec la EAC, ou pendant tout ce temps où l'on nous parlait de la diplomatie agissante, des innombrables voyages du président de la République dans différents pays, il nous disait que ces voyages étaient effectués au fait pour nous emmener des investisseurs, pour garantir la diplomatie, et que ces accords avec l'EAC étaient par rapport à justement cet intérêt économique gagnant-gagnant. Mais depuis là, nous ne savons pas au fait qu'est-ce que la RDC gagne par rapport à ces intérêts économiques-là. Nous voyons que tous ces pays
qui se sont retournés vers nous, au fait, sont en train de bénéficier. Ils bénéficient de nos minéraux, ils bénéficient de nos eaux, ils bénéficient de nos forêts et de tout cela. Mais nous n'avons rien jusque-là à bénéficier de ces pays-là. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour des partenaires dont nous ne bénéficions rien d'eux? Il faudrait couper très exactement toute relation avec eux. Nous ne devons pas nous dire qu'aujourd'hui, nous avons fait un mariage qui ne produit pas, où vous avez un homme qui vous bat, un homme qui vous maltraite et tout ça, mais vous allez continuer à vivre dans ce mariage-là parce que vous devez rester là à cause des enfants. Non, il faudrait qu'il y ait de l'amour. Et on dit que dans un pays, il n'y a pas de pays ami, mais il n'y a que des intérêts. Lorsque le pays a des accords avec d'autres pays, il faudrait qu'il y ait des intérêts qui s'ensuivent. Mais lorsqu'il n'y a pas des intérêts qui s'ensuivent par rapport à ces accords-là, moi je pense qu'il est vraiment absurde de continuer avec ces accords-là alors que nous n'avons rien à gagner d'eux. Merci beaucoup Dena Lukunku. Et dans cette usure des temps, c'est le M23 qui profite justement. Nous entamons déjà notre première thématique. Vous savez, le pays est actuellement secoué par ce feuilleton de Goma mettant en scène d'une part le militaire de la garde républicaine que d'aucuns considéreraient comme une bande de tueurs en série et d'autre part le membre de la secte religieuse Ouazalendo, des victimes de massacres perpétrés par les forces de sécurité. Il y a un procès en flagrance en cours. Christian Moleka, quelle lecture faites-vous justement de ce feuilleton de massacre et à qui en est le principal responsable? Avant d'aborder la question du procès et des responsabilités, il y a un fait que je vais peut-être relever, c'est que le phénomène mouvement mystico-religieux, c'est comme si au Congo nous ne prenons pas la mesure de ce phénomène-là. Il y a quelques années, nous avons eu le phénomène Bundu Dia Congo, qui est un mouvement mystico-religieux. Quelques années encore, on a eu un mouvement Alisala, qui a même qui a créé des morts d'hommes, autour également de Wamilele, un mouvement mystico-religieux. Et également Enyele. Enyele, c'était davantage un conflit communautaire, mais le mouvement Wamilele Alisala, qui a créé des morts d'hommes, c'était un mouvement mystico-religieux, proche des kimbangistes. Et nous avons eu le mouvement Bundu Dia Congo, puis aujourd'hui on parle d'un mouvement mystico-religieux à Ouazalendo. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que nous nous questionnons sur notre capacité comme État à réguler le religieux. Parce que dans un pays sérieux, il y a au sein du ministère de l'Intérieur une direction de culte qui est censée réguler les religieux. Donc si l'État n'arrive pas à réguler les phénomènes religieux, c'est un déficit d'État. Ça, c'est déjà un principe. Maintenant, sur le procès lui-même, nous sommes face à une situation qui devrait, de mon point de vue, interpeller tout Congolais. Comment on peut avoir une armée nationale qui tire sur plus de 50 personnes, on parle de plus de 50 morts. Les images sont d'une cruauté insoutenable, alors que nous avons tous battu campagne depuis des mois pour appeler le peuple congolais à soutenir les FARDC. La campagne, soutenant l'armée congolaise. Et donc, cette situation de Goma remet en question, en quelque sorte, le lien de confiance qu'il y avait, que l'on était en train de construire entre l'armée et la population. Et donc, le procès est utile parce qu'il nous permet d'éviter la méfiance qui peut naître des relations entre l'armée et la population dans un environnement hostile où nous avons besoin d'un appui de la population pour les affaires militaires. Et donc, le procès a été ouvert en flagrance. J'ai suivi le procès. J'ai été quand même personnellement surpris par l'orientation qu'a pris le ministère public en disant que les 6 éléments ont agi de manière unilatérale et non concertée. Cette façon de définir les choses n'aide pas à ramener la paix sociale. C'est-à-dire qu'il y a eu violation des consignes? N'aide pas à rappeler la paix sociale. Je rappelle quand même qu'il s'agit de la garde républicaine qui a agi alors qu'on avait la possibilité d'utiliser la police en MRP et que l'armée vienne en soutien. C'est l'armée de la garde républicaine qui est allée en premier, sans l'accompagnement de la police, en tout cas dans les images que nous avons vues. Mais pourquoi avoir recouru à la garde républicaine? J'en viens. En matière de maintien de l'ordre public, en matière de MRP, c'est la police qui est en charge de la MRP. Et donc s'il y avait une activité qui était interdite à Goma, c'était aux forces de police d'abord de faire du MRP, et ce n'est que lorsque la force de police aurait été débordée
qu'on aurait pu appeler en soutien les FARDC. Donc le fait que l'armée se soit déployée tel qu'on l'a fait là, il y a eu certainement une chaîne de commandement, et cette chaîne de commandement ne se résume pas aux six soldats qu'on a présentés devant le procès, qui serait le seul initiateur unilatéral de cette décision-là. La justice a pour finalité de punir, c'est vrai, mais également de guérir et de restaurer la paix sociale. Et donc, si on punit sans restaurer la paix sociale, on n'aura rien fait. Parce qu'il ne s'agit pas de punir quelques petits couteaux, mais il faut punir et restaurer la paix sociale. Et ça passe par le fait que les gens s'approprient le fait qu'on a touché toutes les personnes de la chaîne de commandement. Moi, je pense qu'il faudrait que le message de la justice, le ministère public, nous aide à aller plus loin dans la chaîne de commandement, établir toutes les responsabilités, pas uniquement les exécutants au bas de l'échelle. Avant de passer la parole à votre co-débatteuse, comme vous l'avez dit, en ce qui concerne les responsabilités, vous pensez qu'il faut remonter la filière, il faut aller au-delà de ceux-là qui sont pointés du doigt comme instigateurs. Il y a une responsabilité de ceux qui ont exécuté. Mais est-ce qu'ils ont exécuté sans qu'il y ait un ordre, des injonctions? C'est quoi la chaîne de commandement? Il faut aller plus là. Et au-delà de la responsabilité pénale, mais il y a une responsabilité politique. Dans notre pays, les ministres ne démissionnent jamais. Vous savez, ailleurs, face à ce drame, il y a un ministre qui devrait démissionner. Comment, au niveau politique, qui assume? Si au niveau pénal, c'est les militaires qui assument, au niveau politique, qui assume? Vous pensez que c'est le gouverneur militaire qui au doit niveau politique, incomber, au niveau politique, il y a des gens qui doivent assumer. Parce qu'il n'y a pas que le niveau pénal et judiciaire, il y a également la responsabilité politique. Et dans notre pays, personne n'assume politiquement. Ailleurs, on aurait eu certains ministres de l'Intérieur, de la Défense, qui auraient démissionné après ce genre de scandale. Chez nous, on se limite à dire, voilà, c'est 4, 5, 6 policiers, 5 militaires qui ont agi de leur propre chef, et comme si on n'avait pas politiquement à répondre à cette responsabilité-là. Dena Lukunku, votre commentaire par rapport à ce massacre? Oui, l'on compte plus de 40 personnes tuées. Il y a Jeune Afrique aujourd'hui qui en relayant les déroulements du procès, a parlé de 56 morts. Et qu'en dites-vous justement? Mais nous entendons qu'il y a des rapports qui continuent de tomber, qu'il y a plus de 56 morts. Tout ce que nous disons, c'est que l'Est du pays, à l'occurrence le Goma, n'est pas un lieu de non-droit où l'on peut tirer sur des civils parce que il y a comment on peut dire, c'est comment vous appelez ça encore votre truc là de état de droit, comment vous appelez ça même, l'état de siège, l'état de siège, ouais. Qui à laquelle nous avons toujours décrié depuis le début. Nous avons toujours dit que l'état de siège était une très mauvaise décision prise par le président Félix Tshisekedi. Et nous l'avions toujours dit depuis le début, depuis que l'on a décrété cet état de siège. C'était une théorie de choc. Oui, que c'était quelque chose qui ne devait une thérapie pas, de choc, depuis le début, avoir lieu. Et aujourd'hui, nous voyons maintenant les répercussions sur des civils, des Congolais. Et moi, je pense que l'organisation militaire, ou disons que ce soit l'entité militaire ou l'entité de la police, et toute cette entité-là sont celles qui sont très organisées. Aujourd'hui, on ne peut pas dire juste qu'on s'est arrêté à arrêter, excusez-moi la tautologie, ces officiers que, comme l'a dit mon co-débatteur Christian, qu'ils ont agi seuls. Alors qu'aucun militaire ne peut jamais ouvrir le feu s'il n'a pas reçu d'ordre de son hiérarchie. Et aujourd'hui, les responsabilités doivent être départagées. Et quand nous voyons des ministres de la Défense ou tous ceux qui sont descendus à Goma, et même le colonel qui, après ce carnage, après cette tuerie,
est passé sur les médias pour dire que l'armée a agi de manière professionnelle. Vraiment, avec toutes ces vidéos que nous avions vues, qui nous ont fait froid dans le dos, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a eu que ces 6 officiers qui sont à la base de cette tuerie. Aujourd'hui, nous voulons que les responsabilités soient définies. Nous voulons que la filière puisse être remontée parce que nous savons que ces ordres-là ont été donnés depuis le sommet. Et nous voulons que la responsabilité de tous ces gens-là, que tous ceux qui ont commandité ce carnage puissent être aujourd'hui jetés en prison. Parce que vous êtes sans ignorer, monsieur Christian, que la garde républicaine sont une garde qui est rattachée à la présidence. Si nous devons analyser par rapport à tout ça, nous devons dire que cette garde républicaine qui est attachée à la présidence de la République aujourd'hui, ce sont eux qui ont exécuté ces personnes-là. Et nous pouvons directement les attacher à cette entité qui est la présidence de la République. Je parle de 6 soldats de la garde républicaine qui comparaissent maintenant devant le parquet qui a fini par dire qu'il ne s'agit pas d'une action étatique. Et donc ce sont des actions isolées. Il ne s'agit pas d'une action étatique, il s'agit de quoi? Qu'ils éclairent l'opinion. Parce que ce qui s'est passé à Goma était vraiment une tuerie hors pair. Ces gens-là avaient projeté de pouvoir faire une marche, mais ils ont été exécutés à partir de 3h à 4h du matin, avant même qu'ils ne puissent commencer la dite marche. Et aujourd'hui, nous devons savoir que notre pays est un État laïque. On ne peut pas reprocher une personne d'être adepte d'une église messianique de Ouazalendo ou quelqu'un d'être musulman ou de l'église de Réveil ou catholique ou ces genres de religions. Mais aujourd'hui, tout ce que nous savons, c'est que la garde républicaine a ouvert le feu sur des citoyens congolais civils qui n'étaient pas armés. Et jamais la garde républicaine ne pourra ouvrir le feu sur des civils sans qu'il n'y ait des ordres bien donnés et bien définis. Nous voulons que ces meurtres soient élucidés et nous voulons que cette filière puisse remonter à la source. Vous savez, c'est vrai qu'il y a eu des débordements, il y a eu des dérapages, mais qu'on ne se leurre pas, le secte mystico-religieuse ont aussi une certaine capacité de nuisance. Et est-ce que les forces de l'ordre n'avaient pas aussi raison d'étouffer leurs manifestations dans l'œuf? Mais posons-nous la question de savoir si ces sectes religieuses, comme on peut le dire, ont cette capacité de pouvoir nuire. Est-ce que dans ce contexte-là, ou lorsque ces gens étaient en train de prier à 3h du matin dans leur église, quelle capacité de nuisance avait ce groupe-là de personnes ou ces groupes de religieux qui étaient en train de prier dans leurs églises? Posons-nous la question, parce que ces gens-là, ou je peux dire la garde républicaine qui était entrée dans ces églises-là, n'ont vu ni armes à feu, ni armes blanches. Mais maintenant, posons-nous la question de savoir pourquoi ils ont ouvert le feu sur des civils. Nous voulons vraiment que les responsabilités puissent remonter à la racine et que nous puissions vraiment déterminer les commanditaires de ce meurtre. Merci. Christian Moleka, la garde républicaine qui est rattachée à la présidence de la République, vous pensez que le chef de l'État a aussi une part de responsabilité? La question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les missions dévolues à la garde républicaine et comment elle se retrouve, elle, à aller gérer l'ordre public à Goma, c'est-à-dire loin des missions qui lui sont attribuées. Où était le commandement de la police de Goma? Où était le commandement de la région militaire de Goma? Pourquoi c'est la garde républicaine qui vient intervenir? Vous savez, il y a une sorte de... Comment appeler ça? De passe-partout qui commence de plus en plus à gêner. Vous avez des questions où vous voyez les raisonnements militaires intervenir qui ne sont pas de ses compétences. Vous avez des questions où vous voyez la garde républicaine à intervenir qui ne sont pas de ses compétences. Il y a des personnes qui ont instruit pour que la garde républicaine se retrouve en première ligne de feu. Ces gens-là sont responsables. Ils doivent être identifiés. Puisque l'adjoint du général Ndima provient de la police, et qu'il y a un maire policier à la tête de la ville de Goma, pourquoi c'est la garde républicaine qu'on a utilisée? Et qui a instruit pour que ce soit la garde républicaine? Alors qu'on est dans une région
où énormément de militaires sont déployés, où la région militaire est là, où le commandement de l'état de siège est tenu par le général Ndima Yansson Adjoa. Pourquoi? C'est la guerre républicaine. Donc il y a des questions qui doivent avoir des réponses, et à ce stade, nous pensons que la justice doit nous aider à aller au fond du problème. Et moi, je me dis qu'on ne peut pas se limiter à la question pénale. Il faut que les conclusions politiques soient tirées, parce qu'il y a des responsabilités politiques. Et c'est aux politiques, malheureusement, notre Parlement est en vacances, c'est aux politiques de tirer les conséquences politiques des sanctions. C'est-à-dire on devait voir un Parlement qui se réunit, qui convoque un ministre pour expliquer le fait et qui tire les conséquences politiques de cette question-là. Malheureusement, j'espère que le Parlement va finir par revenir en session et aborder la question. Nous sommes à quelques jours de la reprise. On ne peut pas se limiter à ramener cette question à quelques soldats qui auraient pas respecté les consignes. Il y a des vidéos qui circulent, par exemple, une nouvelle vidéo qui circule aujourd'hui, qui font état des pillages. Moi, j'ai vu une vidéo qui circule sur TikTok, ouais, où on voit des militaires faire main basse, sur les chèvres, ouais, sur les biens. C'est-à-dire que alors, Christian Moleka, mais pourquoi on n'a pas choisi l'adjoint? On n'a pas carrément pourquoi l'adjoint de Constant Ndima n'a pas fait l'intérim du gouverneur? Et là, c'est plutôt le général Ndourou Chaligonza qui a été nommé comme étant commandant militaire intérimaire de la province du Nord Kivu. Ça, c'est un choix que je ne discoursionnaire du chef de l'État, parce que lui, le commandant suprême, je ne sais pas répondre à sa place. Je constate quand même qu'il y a quelques temps, les gens se sont réunis à Kinshasa pour dire qu'il fallait lever cette siège. Et que moi, j'aurais pu penser que l'événement de Goma aurait pu servir à accélérer la levée de l'état de siège. Or, en nommant un nouveau commissaire, un nouveau commandant la région militaire, cela suppose qu'on a encore l'état de siège pour quelques temps. Parce qu'on nommerait pas un intérimaire pour 10 jours. Ça veut dire qu'on a encore l'idée de garder pour quelques temps l'état de siège. Alors que, de mon point de vue, les événements de Goma auraient pu aider à justement aller vers ce qui était la conclusion de la table ronde de Kinshasa, c'est-à-dire lever l'état de siège, parce que cet état d'incertitude qu'ont les officiers également sur le terrain participe beaucoup dans la fébrilité. Vous avez des gens qui sont sur le terrain, qui ne connaissent pas leur sort, s'ils vont rester ou partir, et donc ça entretient également la fébrilité des troupes. Et vous pensez que le général rappelé ici à Kinshasa pour consultation va prendre sa place? Souvent de telles interpellations vont jusqu'à l'infini. Le fait qu'il soit rappelé, qu'on mette en place un intérimaire, laisse penser qu'il ne va plus rentrer là-bas. Maintenant, on verra si les politiques vont tirer toutes les conclusions jusqu'au bout. Alors, Dena Lukunku, comment entrevoyez-vous la suite de ce procès? Ça va aboutir à d'autres interpellations? Nous savons nous savons comment fonctionne la justice dans notre pays. Et il n'y a pas longtemps de cela, le président de la République était lui-même en train de décrier les aléas, toutes les irrégularités qui se passent dans l'appareil judiciaire de notre pays. Et nous avions vu tout ce qui s'est passé avec les procès de 100 jours. Nous avons vu les procès qui se sont passés avec Vidi et Chimanga, et si on ne peut que citer cela. Et vraiment, le fait que ce gouverneur ait déjà été remplacé par celui qui va assumer son intérim, mais nous savons déjà les intérims en République démocratique du Congo, comment ça se comporte. C'est cette personne-là que nous avons même appris qu'il serait un Tutsi. Ça, c'est quelque chose que nous devons vérifier. Et si c'est le cas, vraiment, nous nous posons la question, ou nous nous poserons la question de savoir où va notre pays et quels sont les deals qui ont été faits. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez un ministre de l'Intérieur qui se fait souffler les mots par le ministre de la Défense, allons-y comprendre, hein, et sachant exactement si réellement les ministres qui sont nommés à la tête de notre pays savent ou bien connaissent leur job description, ou savent exactement quoi faire. Jean-Pierre Bemba, c'est un ancien militaire, il maîtrise bien le rouage de l'armée et même certains concepts que Peter Kazadi récemment nommé. Oui, mais exactement, il a été un ancien rebelle, et en tant qu'ancien rebelle, il devait savoir que un militaire n'ouvre jamais le feu ou n'utilise jamais son arme sans avoir des injonctions précises de son hiérarchie.
Et aujourd'hui, si on doit rappeler ce gouverneur militaire de ce côté du pays, pour venir, il fallait que lui aussi soit interpellé, jugé et arrêté. Mais comme jusque-là, en tout cas jusqu'à ce moment précis, nous n'avons vu aucun jugement en flagrance, nous n'avons vu aucune interpellation sérieuse, nous aurons à penser que exactement ce gouverneur-là sera relaxé comme tous les autres l'ont été. Mais non, maintenant, le procès venait de s'ouvrir. Le réel commanditaire de ce meurtre. Je crois que le gouverneur, dans la suite, selon l'instruction, le gouverneur pourrait éventuellement aussi être interpellé en tant que renseignant, peut-être pour donner certaines versions des faits. Être interpellé en tant que renseignant... Ça, je ne sais pas, je suppose. Oui, mais s'il faudrait être interpellé en tant que renseignant, ça voudrait dire qu'il ne sera pas sur le banc des accusés. Mais moi, je pense que ce gouverneur qui avait été sur place, lorsque ces tueries avaient été faites, il devait être appréhendé et remis devant la justice et être jugé. Et c'est maintenant à la justice de donner son verdict s'il est innocent ou pas. Mais nous aurions bien voulu voir ce gouverneur-là derrière les barreaux comme les autres accusés. Et c'est ça ce que nous dénonçons et c'est ce que nous voulons. Christian Moleka, Constant Ndima va finalement comparaître, pensez-vous cela? Lui qui avait dans un communiqué, lu par son porte-parole, le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko, il a dans ses communiqués minoré, s'il faut le dire, le nombre. Au départ, c'est le nombre donné par l'armée. C'était 7 morts, dont un policier. Et il a même vanté dans ses communiqués le professionnalisme de militaires qui étaient intervenus lors de cette opération-là. Bon, je constate simplement que le procès s'est ouvert à Goma, qu'il a été rappelé à Kinshasa. Et donc, on peut constater qu'il est loin du lieu du procès. Est-ce parce qu'il ne répond pas de l'engagement de la garde républicaine sur le terrain? Est-ce que celui qui a instruit la garde républicaine, ce sont des questions que nous aimerions bien voir trouver de réponse, mais malheureusement, il n'est pas en ce moment sur ce lieu de procès. Il est rappelé à Kinshasa, probablement il sera également entendu par les services et renseignements militaires. Et puis, on verra dans les jours à venir quelles sont les options que le gouvernement va lever. Je suis avec Dena Lukunku, elle est communicatrice et cadre de Envol de Deli Sesanga. Je suis également avec Christian Moleka, lui il est analyste indépendant et coordonnateur national de la dynamique de politologue de la RDC, DIPOL en sigle. Nous aurions bien aimé avoir dans ces studios un autre invité qui ne s'est pas présenté, et lui il était de l'Union Sacrée de la Nation. Mais voilà, nous poursuivons cette émission avec ceux qui se sont pointés ici. Alors nous entamons sans plus tarder notre deuxième thématique. J'avais annoncé la gratuité de la maternité et des soins de premier-né qui a été lancé hier, mardi 5 septembre, par le président de la République, et ce dans le cadre de la couverture santé universelle. Le président de la République, lors du lancement de cette cérémonie, de ce programme plutôt, il a rappelé que la couverture santé universelle a toujours été un pilier central du programme quinquennal de son gouvernement. Dena Lukunku, après la gratuité de l'enseignement, intervient maintenant la gratuité de la maternité et des soins de premier-né. Un autre soulagement pour les femmes congolaises. Nous continuons toujours à décrier le fait pour le gouvernement de prendre des décisions d'essai-erreur. Parce que en voulant chercher le bilan à tout prix, on risque de faire des erreurs qui pourront amener ce pays vers le chaos ou emmener des pertes en vies humaines considérables. Vous dites en voulant chercher le bilan à tout prix, mais il a un bilan à défendre, justement. En tout cas, nous n'avons pas vu le bilan que le président de la République aujourd'hui peut présenter au peuple congolais. Parce que lorsqu'on parle de la gratuité de l'enseignement, nous voyons comment est-ce que la qualité de l'enseignement dans notre pays est aujourd'hui défectueuse. Nous voyons aujourd'hui comment est-ce que cette génération de nos enfants, depuis l'école maternelle jusqu'en 6e primaire, aujourd'hui, sont
incapables même de pouvoir lire et écrire déjà à partir de la 6e primaire. Et nous voyons comment est-ce que les infrastructures scolaires aujourd'hui sont très mal prises en charge. Et aujourd'hui, si l'on veut ajouter à cela la prise en charge hospitalière ou de la gratuité de la grossesse, comme ils le disent, moi je dis que c'est vraiment une décision très irréfléchie. En ce moment, nous avons besoin des infrastructures hospitalières. Nous avons besoin que le gouvernement puisse faire une étude au préalable. C'est ça le problème du gouvernement. Ils prennent des décisions à la va-vite sans pour autant réfléchir des retombées qui peuvent venir par la suite. Nous voyons aujourd'hui comment est-ce que les prises en charge sont faites dans les hôpitaux dits de l'État. Ceux qui prennent en charge les familles des fonctionnaires et tout consort. Nous voyons comment ces infirmières, ces docteurs ne sont pas payés. Nous voyons aujourd'hui comment il y a tous ces docteurs qui sont à la rue pour revendiquer leur salaire. Et aujourd'hui, puisque ces infrastructures hospitalières ne sont pas prises en compte ou ne sont pas mis à niveau pour pouvoir recevoir ces femmes qui doivent accoucher. Parce que n'oubliez pas, Monsieur Christian, que l'accouchement, moi je suis une femme, j'ai eu des enfants et je suis mieux placée pour vous le dire que l'accouchement, c'est une action qui mène la femme entre la vie et la mort. Et si cet accouchement-là n'est pas bien pris en charge, nous pouvons perdre cette femme-là qui doit accoucher. Vous avez parlé des infrastructures, mais il y en a, n'est-ce pas, madame? Mais quelles infrastructures? S'il y en a d'autres à pourvoir, bien sûr, mais il y a déjà des infrastructures. Ces programmes de gratuité existent dans d'autres pays déjà. Et Tshisekedi l'emmène ici en République démocratique du Congo. Vous dites que c'est irréfléchi. Pourquoi irréfléchi? Mais c'est ce que j'ai dit tantôt, qu'il faudrait que l'État congolais puisse d'abord construire des hôpitaux convenables. Si ils pensent que construire des hôpitaux, ce sera quelque chose de difficile pour eux, il faudrait au moins qu'ils puissent commencer par réfectionner les hôpitaux qui sont déjà installés pour pouvoir le remettre à niveau pour recevoir ces femmes qui doivent accoucher. Et qu'ils puissent mettre ces infirmiers, ces médecins en état ou bien qu'ils puissent pouvoir pourvoir à leurs besoins par rapport au panier de la ménagère et par rapport à leur salaire. Et parce que si ces gens-là ne sont pas payés, déjà que les salaires qui leur sont donnés sont insuffisants, il y a déjà une prise en charge hospitalière qui est de niveau très bas. Et lorsque vous allez mettre cette gratuité-là, qui fera assez que les petits 1 franc ou 100 francs qu'ils avaient auparavant, ils ne peuvent plus les avoir, moi je pense que la prise en charge sera encore plus mauvaise que présentement et nous aurons à perdre ces femmes-là qui devront accoucher. Merci madame, je vous signale quand même qu'il y a des infrastructures qui sont en train d'être construites et certains ouvrages qui sont déjà sur le point d'être livrés à l'arrière-pays dans le cadre du programme de développement des 145 territoires et même dans les grandes villes. Et comme ici à Kinshasa, il y a notamment la réhabilitation de l'hôpital général de référence, ex-Mamaemo. Et voilà un peu ce que Mais c'est ça exactement, donc ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Je crois que tout est prévu également dans ce programme. Mais c'est ça, parce qu'il a déjà lancé. Le ministre de la Santé l'a bien dit. Il a dit qu'il y a un budget conséquent alloué pour ces programmes pendant plus ou moins 5 ans. Et donc, mais pourquoi on doit d'abord lancer cette gratuité dite de l'accouchement avant de pouvoir poser les pierres, de poser les fondements ou de mettre les préalables? Parce que vous dites que les hôpitaux doivent être livrés. Qu'il y a des hôpitaux qui sont en train d'être réfectionnés. Pourquoi ne pas attendre d'abord que ces réfections-là ou que ces hôpitaux-là soient d'abord livrés? L'anticipation n'est pas aussi mauvaise, madame. Ça, ce n'est pas une anticipation. Il y a de ces mamans qui en profitent déjà. Mais elles en profitent comment? Nous, ce dont nous avons peur, c'est de pouvoir perdre ces femmes-là qui doivent accoucher. Parce que lorsque ces hôpitaux-là ne sont pas livrés, lorsque les réfections ne sont pas finies, ou lorsque ce budget-là n'est pas mis à la disposition de ces centres de santé, moi je pense que la prise en charge hospitalière de ces femmes-là ne sera pas faite de manière à pouvoir supporter toutes ces charges-là. Donc il ne faudrait pas mettre la charrue avant le bœuf, il faudrait d'abord mettre
poser la fondation et après savoir comment faire pour construire cette maison qui est la gratuité de l'accouchement. Christian Moleka, vous aussi pessimiste, un peu comme votre co-débatteuse qui ne voit pas d'un très bon œil ces programmes, cette mise en œuvre, je dirais, la mise en œuvre du programme santé universelle, de couverture santé universelle du chef de l'État. Moi, je dirais déjà que le programme, il est bon. Parce que les dépenses liées à la santé sont des dépenses très onéreuses et on peut créer de la richesse pour un citoyen soit en augmentant ses revenus, soit en réduisant les charges dont la personne et à laquelle la personne est soumise. Et donc lorsqu'on réduit les charges de santé, on recrée un pouvoir d'achat pour les Congolais. Donc cet aspect-là, c'est une bonne chose parce que ça permet aux Congolais de donner un peu plus de marge financièrement en réduisant la part de ce qu'est la santé dans les budgets modestes que nous avons déjà. Ça, c'est déjà une bonne chose. De deux, lorsqu'on dit gratuité, ça ne veut pas dire que c'est zéro coût. Gratuité veut dire que quelqu'un d'autre prend en charge. Et pour les cas d'espèce, c'est l'État congolais. Et donc, on a parlé de la gratuité de l'enseignement. L'État a pris en charge. Tout le monde sait comment l'État a pris en charge avec des grandes difficultés. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on ajoute des nouvelles charges à l'État, moi j'ai des inquiétudes sur les capacités de l'État à répondre dans la durée à ces charges-là. Il y a certainement des éléments de correction qui ont été apportés parce que la gratuité de l'enseignement a été réalisée en début de mandat, donc en 2019, alors que pour la santé, ils ont pris quand même assez de temps. Le département, la cellule de la présidence travaillait avant d'être ramenée au niveau du ministère de la Santé. Donc, et puis, j'ai cru comprendre également qu'ils ont adopté une approche pilote. Ça veut dire qu'on commence par Kinshasa avant de l'étendre. C'est quand même des correctifs par rapport à ce qui a été fait avec la gratuité et qu'on a appliqué partout au même moment. Et donc, aller par étapes permet d'évaluer la mise en œuvre, éventuellement de corriger au fur et à mesure qu'on avancerait la stratégie. Donc, fondamentalement, il est bon. Maintenant, la question, de mon point de vue, demeure, c'est comment on finance. Si vous regardez les pays qui ont appliqué avant nous ce système de couverture santé universelle, il y a ce qu'on appelle un mix de financement. Ça veut dire, vous avez des mutuelles de santé, l'assurance santé et les subventions publiques. Or, on met en place une réforme qui semble s'appuyer essentiellement sur les subventions publiques. Parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, à ce stade, de projet d'élargissement des mutuelles de santé, il n'y a pas de couverture d'assurance santé, et donc reposer essentiellement une telle réforme aussi importante que celle-là sur les finances de l'État, quand on sait qu'avec la reprise de la rentrée scolaire ici, il y a eu par-ci, par-là des bruits, des grèves parce que les enseignants cumulent des retards de paiement. Vous l'avez suivi avec nous à Maïndombe, à Butembo. Quand on sait qu'il y a pas longtemps, les fonctionnaires ont grincé des dents parce que les salaires ont dépassé les 30 jours francs et ils sont allés jusqu'au 45e jour. Quand on sait que beaucoup d'institutions publiques peinent à recevoir les soutiens de l'État, je parle de la CENI par exemple, qui ont besoin de financement jusqu'aujourd'hui pour le processus électoral. Donc lancer un processus qui repose essentiellement sur le financement public dans un contexte où les deniers publics se font rares, c'est un pari énorme et on parle de santé. Donc moi je crois que ce point de vue-là, c'est une question qu'il faudrait vraiment réévaluer. Et puis j'abonderai peut-être sur un dernier point, c'est que les politiques de maternité, de stimulation de la maternité qu'on l'a fait chez nous, correspondent à un environnement socio-démographique assez particulier. Dans les pays européens, je suivais aujourd'hui un documentaire le matin, un pays comme la Corée du Sud, vous avez un taux de fécondité de 0,58%, 0,58 enfants par femme. Des mesures qui incitent à la natalité sont des bonnes choses. Au Congo, nous avons un taux de fécondité qui est de 6,2 enfants par femme. Donc des mesures incitatives à la natalité ne me semblent pas adaptées en termes de priorité pour le pays. Parce que nous n'avons pas des problèmes de fécondité natalité. Donc que les mesures soient en termes de soins de santé primaire, ce serait une bonne chose dans sa globalité, mais que ça commence essentiellement sur une question de maternité, qui est une question pas aussi épineux qu'on l'aurait en l'Occident. Merci. C'est une orientation discutable. Néanmoins, la couverture santé est une bonne chose. Que l'on allège les charges liées à la santé pour les citoyens, c'est une bonne chose. Encore faut-il qu'on règle la problématique des financements.
Et la gratuité a tenu parce qu'on a eu la Banque mondiale en soutien. Et ce ne serait pas utile que demain, qu'on appelle également la Banque mondiale pour la santé. Merci Christian Moleka. On va maintenant lire le message des auditeurs. Bonjour ma radio, il est aberrant que la RDC, mon pays, adhère à cette organisation de l'Afrique de l'Est qui ne fait absolument rien, mais elle est maintenue jusqu'au 8 décembre prochain. Le régime Tchilé-Gelou a vendu notre partie Est. C'est une honte pour le peuple congolais. Message des Nourbin Anour. Salut en débrief, ce Guy Munzongo depuis Lemba. Pourquoi faut-il chercher à remplacer les forces de l'EAC par celles de la SADC? Jusqu'à quand continuerons-nous à donner l'image d'une nation faible? La raison a été l'inefficacité de forces de la SADC. Bonjour Christian, c'est Papa Ferdinand Bambi. Je suis contre la prolongation du mandat de force de l'EAC, mais pour ceux qui savent comment fonctionne le commerce à l'Est, le maintien de la RDC dans cette organisation est à notre avantage. S'agissant du carnage de Goma, sachez que les charassons rongent les haricots de l'intérieur. Il peut donc s'agir d'un complot et d'un sabordage des actions des FARDC de l'intérieur. Prudence exigée. Autre message, bonjour ma radio, j'appelle depuis la commune de Lemba. C'est monsieur Gérès Capepula dit à vos invités que la force de l'EAC va quitter les territoires de notre pays, qu'ils gardent leur mal-impatience. Le gouvernement est en train de faire tout pour que la paix puisse reprendre dans l'est de notre pays. Il faut quand même donner de la chance à ce force pour une non, on ne pour peut une pas leur donner la chance. Il faudrait réarmer nos militaires. Il faudrait faire que notre armée puisse être dissuasive. Parce que nous ne devons que compter sur notre armée et pas de l'EAC. Merci. On poursuit la lecture d'un message des auditeurs. Bonsoir en débrief. Tout ce que nous voyons, c'est pour le pouvoir en place qui entretient cette léthargie de l'EAC en posant la zone tampon jusqu'aux élections et par après ils vont rentrer dans tout ça. C'est le peuple qui en pâtit. Un message de Babin Pongu. Il dit être analyste politique. Autre message, bonjour RTGA, tuer sauvagement 40 citoyens est un acte inadmissible. Quelle que soit l'ivresse du pouvoir, l'homme de l'UDPS doit avoir un cœur de compassion. Hier c'était Kabila qui tuait, aujourd'hui c'est Félix qui est sur le même trace. Dieu vous jugera un jour, c'est Joaillier Moeta depuis Badara. Salut Moses, les enquêtes en RDC n'aboutissent pas. Ailleurs, le ministre sectoriel devait démissionner. Un message non signé. Salut ma radio, la sorcellerie c'est quand Monsieur Félix et ses acolytes pensent que le pays comme l'Ouganda, Burundi, Rwanda et consorts révérend, voire un Congo fort et un jour. Ils se trompent, le changement de ce pays ne viendra que de nous-mêmes. Exactement. Alors il est temps que Félix puisse mettre fin à l'EAC et sans oublier l'état des sièges qui ne produit aucun fruit. Message de gloire qui suait depuis quelque part. Bonjour Moses, merci pour les castings aujourd'hui. Nous sommes victimes de ce pouvoir. Que Dieu nous protège. Ce patient Kalambaï depuis Rompangaba. Bonsoir ma radio, la situation du carnage des citoyens congolais à Goma est un crime contre l'humanité. Comment ce GR, ce garde républicaine, sont-ils si faibles face aux ennemis de la RDC et forts pour tuer les Congolais? Et qu'est-ce qui se cache derrière cela? Que la justice soit faite. Message de Kassongongalasa Jacques Gracia. Autre message, bonjour ma radio, bonjour la RTZA. Question posée à la dame d'envol, comment la population qui n'avait pas des armes blanches est parvenue à tuer un policier? C'était par lapidation, s'il faut répondre à votre message. Quel était le rôle de la garde républicaine dans cette manifestation? Et peut-on dire que les injonctions sont venues de la présidence? C'est le Zolo Kapata. Question, c'était un peu à votre questionnement sur le rôle de la garde présidentielle à Goma. C'est sur le procès qui nous aidera à avoir plus de lumière sur ces questions-là. On poursuit la lecture de messages. Bonsoir RTGA, avec ce massacre de Kivu, personne ne sera coupable comme d'habitude.
et les rebelles tuent la population, les soldats loyaux le font de même. Et population à Kosukawapi, que la CPI enquête sur cette affaire. Message de Ongeli Papi depuis Lemba. Il y a ce message qui dit le gouverneur Constant Dima, il fait quoi ici à Kinshasa? Il doit être sur les bancs des accusés. Le deux vice-premiers ministres de l'Intérieur et de la Défense qui devaient démissionner. Et monsieur le journaliste, Jean-Pierre Bemba est un militaire, est un ancien chef rebelle. Message non signé. Bonjour ma radio, je félicite la dame pour ses analyses pertinentes, que cette mesure apporte effectivement les résultats et que ça ne soit pas comme la gratuité de l'enseignement qui abrutit encore davantage nos enfants. Joker depuis Bandalungwa. Autre message. Bonsoir, si on tient compte de ce que dit madame, on ne fera rien. En attendant qu'on construise ces hôpitaux, nous disons aux mamans de ne pas être grosses. Ils s'interrogent. Clément Angili. Qui continue à payer, c'est mieux. Ouais. On va lire peut-être les deux derniers messages. On nous signale que nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Bonjour RTGA, qui parmi nos politiciens de l'Union Sacrée a déjà envoyé ses enfants dans une école gratuite, si pas aux écoles catholiques qu'il critique jour et nuit, et qui parmi eux envoie sa femme mettre au monde dans une maternité gratuite? Jacques depuis Upen. Bonjour, Sengeli Monisqua Kende, 27 ans, basali rien, pona bato bakufi. Bravo na gouvernement pour procès en cours. Papa Matondo depuis Mongafola. On ne sait pas lire tous les messages qui entrent dans notre standard. Merci à vous de nous suivre. Sûrement, il y a des messages venus de l'intérieur, surtout ceux des Kisangani, des Goma où vous nous suivez sur 87.5. Merci de nous avoir écrit. On va quand même conclure. En 30 secondes, madame, vous concluez. Oui, en 30 secondes, ce que moi je pourrais dire d'abord, c'est que notre pays doit garantir sa sécurité qui est du reste retourné par le président de la République. Donc c'est à lui en tant que chef d'armée de pouvoir garantir la souveraineté et l'intégrité de notre nation. Et ça passe par le renforcement de notre armée. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas regarder l'Est, l'Ouest, tout ça, mais notre salut ne peut venir que de nous-mêmes. Et par rapport à la gratuité de l'accouchement, en un mot, oui, en un mot, ce que moi je pourrais dire, c'est que le gouvernement doit d'abord faut que les mamans mettent réhabiliter, mettre des infrastructures dignes des hôpitaux et la bonne prise en charge hospitalière, qui puissent doter aux hôpitaux des médicaments nécessaires pour pouvoir recevoir ces femmes, payer régulièrement les médecins, les infirmiers et les femmes sages, et aussi beaucoup plus, s'il vous plaît, c'est très important de pouvoir encourager les femmes à la contraception. Merci. Et il serait mieux de donner l'assurance de santé et non la gratuité de l'accouchement. Christian Moleka souffrez que je ne vous donne que 10 secondes pour conclure, parce qu'on n'a plus le temps. Qu'est-ce qu'on peut dire en 10 secondes? La justice sert à punir, à guérir et à restaurer. Et nous pensons qu'un procès juste peut restaurer la confiance entre la population et l'armée. C'est la fin de cette émission réalisée par Yannick Mahamba sous la coordination de Simon Kabamba. Une émission que vous allez suivre en rediffusion tout à l'heure à 22h30. Restez avec nous sur RTGA FM. On se retrouve déjà demain pour un nouveau numéro de On Débrief. À très vite.